toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Comment tu parles. Le principe, vous le connaissez. Inviter chaque fois une personne exceptionnelle pour venir parler d'un problème lié à la prise de parole en public. Et oui, parler n'est jamais simple, mais ça vous le savez aussi bien que moi. Et on a tous un problème à résoudre quand on prend la parole. Aujourd'hui, on va parler d'un problème très répandu et beaucoup plus répandu qu'on imagine, le syndrome de l'imposteur. Ce n'est ni une maladie, ni un trouble mental, c'est en fait le sentiment de ne pas être à sa place, que ce soit dans son couple, avec ses amis ou dans son job. C'est au fond un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi qui se traduit généralement par l'art de se dévaloriser, de faire de l'auto-sabotage, de ne pas oser. Bref, c'est un vrai problème. Et ça inhibe, ça bloque, ça peut être très handicapant. Ce phénomène, il a été théorisé par deux psychologues américaines en 1985 dans un livre que je vous recommande qui s'appelle « Le phénomène de l'imposteur ». Et qu'est-ce qu'elles ont découvert, ces femmes brillantes ? Elles ont découvert justement que le syndrome de l'imposteur touchait essentiellement des gens intelligents, avec du talent, brillants. C'est ça le paradoxe. Aujourd'hui, le phénomène concerne, nous dit-on, plus de 70% de la population. C'est énorme quand on y pense. Et qui ça concerne ? Des gens brillants, on vient de le voir, mais aussi des femmes et des jeunes. Comment dépasser ce problème ? Comment le surmonter ou comment l'assumer ? C'est ce qu'on va voir dans un instant. J'ai la chance d'accueillir un invité exceptionnel pour venir en parler. J'ai nommé Michaël Benabou. Michaël Benabou est entrepreneur, investisseur. C'est un homme aussi très investi avec beaucoup d'engagement. Et il va nous parler de ce problème qui le concerne et dont il parle extrêmement bien. Merci Amélie. Merci Michaël d'être là. Je sais que tu donnes peu d'interviews. Et si tu es d'accord, je vais te tutoyer. Si tu es d'accord avec cette Avec plaisir. Amélie. Super. Avant de commencer, je tiens aussi à remercier l'hôtel Ballu, situé dans le 9e arrondissement de Paris, qui nous accueille aujourd'hui et qui est notre partenaire pour ce tournage. Si tu es bien installé, on y va. C'est parfait. Top. Michaël, tu es né au Maroc, tu as grandi à Fontenay-sous-Bois, puis dans le 7e arrondissement de Paris. Et dès ta jeunesse, tu as ce feu, cette envie d'entreprendre. En 2001, tu cofondes Vente Privée. C'est d'emblée et très rapidement, notamment grâce à toi, en grande partie grâce à toi, un immense succès. Et en plus de ça, tu es marié depuis plus de 40 ans, tu as 5 enfants, et tu t'es lancé aujourd'hui dans une nouvelle aventure entrepreneuriale avec Tabbaï. C'est ça. Alors comment, Michaël, c'est ma première question, comment un homme aussi talentueux et successful que toi peut vraiment souffrir du syndrome de l'imposteur ? Est-ce que c'est pas une folie, ça ? Comment c'est possible ? J'ai souffert du syndrome de l'imposteur. Je ne savais pas que j'étais talentueux, puisque finalement, c'est plus dans le succès qu'arrive ce syndrome. Si vous réussissez rien, finalement, vous n'êtes pas un imposteur, vous êtes probablement en difficulté ou au pire incompétent. C'est vraiment dans des situations où tout le monde vous félicite, où effectivement, ce que vous êtes en train de réaliser, entre guillemets, c'est bien, c'est big, c'est reconnu par tout le monde. Et il n'y a que vous qui vous dites « Oh là là, quelle chance j'ai !» Jusqu'à maintenant, personne n'a vu que, en fait, j'avais juste de la chance et que j'étais plutôt incompétent. Voilà. C'est vrai que ça m'est arrivé pendant une dizaine d'années. Pendant finalement tout mon succès en tant qu'entrepreneur et que cofondateur de Vente Privée, moi j'étais le cofondateur en charge du business et effectivement on a eu une épopée puisqu'on a créé la société en 2001. En 2003, c'était les prémices d'Internet. En 2003, on faisait 1,3 million de chiffre d'affaires. Et moi, j'ai quitté 10 ans après. On faisait un peu plus de 1,5 milliard d'euros. Donc, on avait multiplié par plus de 1000. Et effectivement, dans toute cette montée qui a été très intense, puisque je crois que pendant 6 ou 7 ans, on a recruté une personne par jour. Voilà. Tous les jours, on a intégré chez Vente Privée, VP maintenant, une personne par jour. Et pendant toute cette période, effectivement, je recrute, on forme, on ouvre des pays, on ouvre des secteurs, on convainc des marques,
on grossit, on bondit, on commence à avoir de la com, on commence à avoir beaucoup de presse autour de ventes privées, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était un concept complètement novateur. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de dire que c'est finalement une petite bande d'associés à la Plaine Saint-Denis qui a créé dans le monde une verticale sur Internet, qui est la verticale des flash sales, où il y a eu jusqu'à 500 acteurs dans le monde qui ont copié ce qu'on a. Tu viens de mentionner la Plaine Saint-Denis, pardonne-moi de t'interrompre. Tu as dit « j'étais pas programmée pour réussir ni pour monter des projets ». Est-ce que tu peux revenir sur cette phrase? Ça veut dire quoi? C'est vrai. Alors, j'étais pas programmé dans le sens où, comme tu l'as dit, je suis né au Maroc. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans et demi. J'ai grandi dans une cité. J'ai fait des études assez médiocres parce que j'ai pas terminé mon école de commerce. Ensuite, comme j'avais quand même j'avais un ADN d'entrepreneur, j'avais envie de faire des choses par moi-même, j'avais envie de créer des choses, de diriger des équipes, de créer des projets. Et donc ma première société, qui s'appelait Message, j'ai dû déposer le bilan au bout de 3 ans et demi ou 4 ans, ce qui a été pour moi un énorme échec. J'ai vraiment pris un immeuble sur la figure. Mais finalement, alors c'est un peu tarte à la crème, mais on dit on n'apprend que de nos échecs. Et c'est vrai. C'est vrai que ça a été un échec fondateur. Ça m'a beaucoup questionné. Je me suis posé la question, pourquoi? Moi qui avais quand même un certain drive et une certaine ambition, pourquoi je me suis planté? Et je me suis planté tout simplement parce que je voulais aller trop vite. J'étais trop impatient et peut-être aussi trop ambitieux par rapport à mes moyens de l'époque. Les moyens intellectuels et financiers. On peut dire donc, quand on t'entend, qu'il y a eu à la fois des échecs puis des réussites. Alors, est-ce que ton syndrome de l'imposteur, c'est lié finalement à une réalité concrète, parce qu'ensuite il y a eu beaucoup de réussites, ou à une perception de toi? C'est quoi exactement ce syndrome de l'imposteur? Maintenant, avec 10 ans de recul, puisque j'ai quitté VP il y a 10 ans maintenant, c'est sûr que c'est une perception de moi. Moi, je percevais que j'étais pas performant, que je me concentrais principalement sur ce que je faisais pas ou mal. Et à côté de ça, j'entendais toutes les équipes, et ils me disaient oh, bravo, bravo. Et je me disais non, mais ils disent n'importe quoi, puisque finalement, moi, je sais ce que je fais, et ce que je fais, je peux faire mieux, je peux faire plus. Alors, comme on dit, à chaque chose, malheur est bon. C'est-à-dire que le fait d'avoir eu cette perception d'incompétence, de pas suffisamment faire, de mal faire, ça vous pousse évidemment à plus travailler, à aller plus au fond des choses, à être encore plus exigeant avec vous, parce que vous dites, tout le monde pense que je suis vraiment très bon, alors il faut que j'essaye au moins de leur donner un tout petit peu raison. Ouais, donc tu veux dire que le syndrome de l'imposteur, qui est un handicap, peut aussi avoir des avantages, qui est finalement que ça pousse au travail. Et à quoi d'autre? Ça pousse au travail, et puis finalement ça pousse à se connecter avec les gens. Parce que le fait d'avoir ce syndrome, et donc penser toujours qu'on est moins bien que l'autre, et moins bien que ce qu'on est réellement, finalement quand on ressent ça, on ne peut qu'être humble. En fait, on ne peut qu'être humble. Et donc, quand on est humble, humilité, c'est vrai que ça aide beaucoup à se connecter à l'autre, à se mettre en lien, à faire passer des émotions, parce que finalement, l'arrogance, c'est plutôt l'autre va vraiment faire parce que si il se dit que finalement le gars en face de lui il connaît tout, il sait tout, ça rend pas très sympathique. Quand on a l'avantage, c'est quand on a le syndrome de l'imposteur, même ce qu'on fait de bien, on dit que non. Et donc, finalement, il dit, mais vraiment, qu'est-ce qu'il est simple et qu'est-ce qu'il est... Et ça rend sympathique. Oui. En tout cas, je l'ai vécu, et effectivement, ça a été souvent des réactions, et ce qui m'a aidé à créer des liens avec beaucoup de gens qui m'ont enrichi par leur vision et par leurs différences, et ça, c'est très bien. Oui. C'est amusant que tu parles des liens parce que juste avant de commencer cette émission, tu me disais, un jour on m'a demandé à quoi j'étais payée et tu as répondu
Alors, c'est vrai que on m'a dit, mais tous les mois, tu touches un salaire pour faire quoi? Alors, je me casse la tête, je dis, pour travailler, pour faire ci, pour diriger les uns, pour délivrer des projets, pour créer de l'EBITDA. Non, il me dit non. Je dis, alors, tu es payé pour avoir des conversations. Avoir des conversations. Tu es payé pour avoir des conversations. Exactement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que finalement, tout ce qu'on réalise, on ne le fait qu'à travers le langage. Justement, le lien entre le syndrome de l'imposteur et le langage. Comment on peut prendre la parole quand on a ce syndrome de l'imposteur? Comment tu es arrivé à prendre la parole sans te dévaloriser? C'est une très bonne question, parce que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal et j'avais pas le choix parce que finalement, dans cette montée où les équipes ont beaucoup grossi, où l'entreprise a beaucoup grossi, où finalement on ouvre des pays, on ouvre des bureaux en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. À un moment, il faut faire passer des messages et en fait, les messages sont permanents. Et donc, quand on pense qu'on est incompétent, c'est plus compliqué. Donc tu te forçais, tu disais quoi avant de parler devant 1000 personnes, 2000 moi, personnes? Mon cas précis, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, mon cas précis, c'était vraiment le début. Si je suis face à une assemblée assez importante, c'est probablement les 30 premières secondes, les 2 premières phrases qui peuvent trahir chez moi un peu de pas de nervosité, mais Et donc, ce que je faisais, c'est jamais moi qui faisais l'introduction. Et en revanche, après, j'enchaînais et ça se passait plutôt bien. Ah oui, voilà. Pas mal. Donc j'avais un petit... C'est une bonne astuce. J'avais ton petit truc. Ton petit tip, c'était de ne pas passer le premier pour que ça s'échauffe et que tu puisses j'avais aller toujours au-delà de ta peur. J'avais toujours mon collaborateur qui commençait l'intro et hop, et moi je continuais. Et ça a pas mal marché. Ouais. Ça a pas mal marché. Michael, tu es un entrepreneur, ça on le sait, et tu dois en permanence convaincre et vendre. Alors justement, toujours dans ce lien entre parole et syndrome de l'imposteur, tu dis à un moment, ce qui m'a sauvé, c'est de savoir aussi poser des questions. Tu dis que c'est une des clés. Est-ce que c'est pas plutôt une façon de se mettre en retrait, ou est-ce que tu vois, c'est pas une façon de se planquer parce qu'on a le syndrome de l'imposteur, ou est-ce que c'est une force de poser des questions? Alors je te répondrai immédiatement, c'est une énorme force. C'est plus qu'une force, c'est une arme thermonucléaire. Ouais. Quand on manie bien savoir poser la bonne question au bon moment, c'est-à-dire au bon moment quand cette question va devenir évidente pour bien comprendre ce que l'autre a dans la tête. Voilà. Et c'est amusant, il y a le meilleur, je ne sais plus si c'était le meilleur commercial du siècle aux États-Unis, il disait « Mes 5 meilleurs amis qui ne m'ont jamais quitté, c'est où, pourquoi, quand, comment, j'ai oublié la 5e. » Voilà. Donc en fait, ce garçon, ça a été le meilleur vendeur du siècle parce qu'il posait des questions. Comme un journaliste en fait, hein, il s'intéresse à l'autre. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi l'intérêt? On s'intéresse à l'autre, on apprend. Alors c'est un intérêt qui n'est pas neutre, c'est-à-dire qui n'est pas désintéressé. On va s'intéresser à l'autre pourquoi? Pour, comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a dans la tête, et surtout, quel est son objectif, quels sont ses freins, qu'est-ce qu'il veut qu'il se passe. Idéalement pour lui, comment il voudrait que ça se passe. Voilà. Et ça, quand vous arrivez à poser des questions qui vont faire, qui va vous répondre sincèrement, c'est très très bien engagé pour convaincre. Hein, parce que vous ne pourrez jamais, c'est très difficile de convaincre quelqu'un si effectivement vous ne connaissez pas ses ressorts et le pourquoi du comment de ce qui fait qu'il pense comme ça. Tu as presque un côté psychanalyste alors en fait dans ton business. Tu vas chercher la psychologie de l'autre, c'est ça que tu racontes. Ça n'est que ça. Ouais. Le fait de convaincre, le fait de vendre, ça n'est que de la psychologie. Il faut évidemment être psychologue pour comprendre. Finalement, la psychologie, c'est quoi? C'est de comprendre ce que l'autre pense et comment il le pense et pourquoi il le pense et d'anticiper de ce qu'il va pouvoir peut-être penser. Bon, si vous ne posez pas de questions, vous ne pourrez jamais savoir ce qu'il a dans la tête. Ouais, on est à côté de la plaque, voilà. C'est le risque. Ouais. Et quand tu dis on est à côté de la plaque, ça c'est une certitude que si vous ne posez pas suffisamment de questions ou les bonnes questions,
vous allez être à côté de la plaque et vous allez dire aïe, 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 à la fin, mon Dieu, mais pourquoi, comment, j'aurais dû lui parler de ça. Ouais. Voilà. Absolument. Et je trouve que c'est intéressant par rapport au syndrome de l'imposteur, parce que c'est aussi une façon de ne pas parler de toi, de laisser l'autre parler et d'arriver à avoir une parole plus juste. Tu parlais du pouvoir du langage. L'avantage aussi, c'est qu'on se met plus en retrait, mais quand on dégaine, on dit quelque chose de sharp. Exactement. Donc ça, c'est une force énorme dans la vie. Et, entre guillemets, par les questions qu'on pose, l'autre, évidemment, vous assesse. C'est-à-dire qu'il est en train de... Il vous évalue. Voilà, il nous évalue aussi. Oui. J'ai un investisseur, il y a 15 jours, qui me dit qu'il a rencontré, c'était il y a quelques années, un garçon extraordinairement doué dans les biotech. Tout le monde voulait investir chez lui, mais tout le monde voulait mettre des centaines de millions, et le gars... il a pris vraiment que les gens qui voulaient. Et ce garçon voulait absolument investir chez lui. Il lui a dit non, 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 non. Et puis, ils sont restés 1 heure ensemble. Et à un moment, il lui a posé une question. L'entrepreneur a dit, mais comment vous pouvez me poser cette question? Mais c'est du génie. Vous avez tout compris mes secrets en posant cette question. Je vous veux comme actionnaire. Et il a pu investir. Donc, vous voyez, une question, comment ça peut... Mais il faut trouver la bonne. Le voilà. pouvoir et de cette la question-là question a permis à l'entrepreneur de dire, le gars est génial, il me le faut. Ouais. Alors, passons maintenant aux conseils et aux astuces qu'on va partager avec nos auditeurs, parce qu'ils sont là aussi parce qu'ils veulent justement surmonter ce syndrome, l'assumer et en tirer le meilleur. Toi, est-ce que tu dirais que tu es sorti de ce syndrome ou que tu l'as diminué, qu'il revient de temps en temps ou est-ce qu'on peut vraiment le quitter déjà? Malheureusement, je pense que quand on a ce syndrome, non, on en a pris pour perpète. D'accord. Voilà, moi je pense, c'est-à-dire je me vois pas, aujourd'hui j'ai 60 ans, je me vois pas dans 5 ans ou dans 10 ans, qu'est-ce que je suis pas les tours ici, mais qu'est-ce que je suis bon. Non, ça vraiment, ça me surprendrait beaucoup. D'accord. Donc je pense qu'on en a pris pour perpète, mais en revanche, il y a des degrés. Ouais. Il y a des degrés. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce qui s'est passé après ma sortie de VP et avec tous ces messages et ces marques de vraiment très, très chaleureuses de mes équipes qui m'ont dit « tu as changé nos vies ». Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite dédicace spéciale à une fille que vraiment j'apprécie énormément, avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 10 ans, qui s'appelle Christine Kahn. Enfin, je dis 10 ans, c'est plus 15 ans que 10 ans. C'est une fille qui s'appelle Christine Kahn, qui a été ma plus principale collaboratrice chez VP et qui, quand je suis parti, a dirigé tout le business du groupe. Aujourd'hui, elle est coach et elle est psy. Elle coach des CEO et elle a dit, elle a fait tout un très long post en disant le manager idéal, je vous en parle, vous êtes sûr qu'il n'existe pas? Eh ben moi je l'ai rencontré et elle a fait un post sur moi qui m'a énormément touché. Mais quand même, je pense que j'ai mis 5 ou 6 jours avant de répondre sur LinkedIn. Oui, comme un bon imposteur que tu te sens. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Mais comment? Mais elle en a mis. Non, mais là, elle exagère beaucoup quand même. Donc finalement, ce qui aide à atténuer le phénomène et à passer du niveau expert au niveau peut-être 5 ou 4 ou 3, c'est, si je comprends bien, le feedback positif de gens de talent qu'on estime. C'est peut-être aussi le temps qui fait qu'on ne regarde pas seulement nos défauts, mais un peu plus aussi nos succès, le temps venant. Nos réalisations. Moi, ça fait 43 ans que j'ai la chance d'être marié avec une femme formidable que j'ai connue quand elle avait 14 ans et demi, et moi j'avais 17 ans. Bon, bien sûr que je me dis, j'ai 60 ans, ça fait 43 ans qu'on est ensemble. Je me dis, c'est quand même une belle réalisation. Et là aussi, je lui dis pour rigoler, et je dis ça, mais je sais que ça la rassure beaucoup. Je lui dis, avec moi, t'as pas eu de chance, t'en as pris pour perpète. C'est comme le syndrome de l'imposteur. Donc ça, c'est encore un conseil. Grâce à notre couple ou à des gens, un bon entourage, on peut passer du syndrome de l'imposteur au syndrome de quoi? De l'assumeur, du bienheureux? Tu l'appellerais comment? Oui. Bien sûr que les gens qui vous entourent, des gens très proches, et là, c'est après chacun sa chance. J'ai la chance d'être entouré de gens qui sont globalement extrêmement bienveillants, qui sont sains, qui ont des valeurs, qui sont crantés, et qui, j'ai autour de moi, des amis qui, très très proches d'eux, ont des gens d'une
toxicité monstrueuse. Ouais, donc ça fait pas de bien quand on a le syndrome de l'imposteur. Parce que si les gens vous confortent dans une dévalorisation de vous vous-même... êtes comme une bête à terre. Oui. Et et on va taper dessus. Ouais, donc, on pourrait dire que aussi, pour dépasser ce syndrome, il faut s'entourer de gens bienveillants qui sont capables aussi de nous dire nos qualités quand elles sont réelles. Je pense que ça, c'est important. S'entourer de gens bienveillants, mais de manière extrêmement précautionneuse et presque violente, quand on voit des gens qui se voient, c'est un conseil pour tout le monde, à tous les âges, tout le temps. Ouais. Tu aurais aujourd'hui quelqu'un de 25 ans qui monte un business et qui aurait le syndrome de l'imposteur. Tu lui dirais quoi, là, si c'était moi et que j'étais en face de toi? Je lui dirais, écoute, ça n'a aucune importance parce que, 1, tu vas bosser encore plus. 2, tu vas probablement être en succès. 3, ce succès, tu ne vas pas le reconnaître à tes yeux. Ce ne sera pas encore un vrai succès à tes yeux. Et ça te poussera à faire plus et mieux. Et 4, ça t'aidera à te connecter. Les gens auront une image de réussite de toi et aussi une image de simplicité et presque de gentillesse. Moi, j'assume extrêmement bien d'être gentil. C'est-à-dire que faire un sourire à un serveur en lui disant merci beaucoup, ça ne coûte pas plus cher que de ne pas lui répondre et que de lui envoyer une flèche parce qu'il le ressent, tout ça. Finalement, d'avoir un rapport pacifié et sincèrement positif avec les gens, mais n'importe qui, c'est une énorme chance. Ouais. Donc tu dirais, assume ton syndrome de l'imposteur, vas-y, fonce et tire dans le meilleur finalement. Exactement. Ça te rendra sympa, ça te permettra d'aller vers les autres pour continuer à prouver que tu vaux quelque chose et donc et ça te permettra de bosser 2 fois plus. Je te propose aussi 3 autres astuces qu'on partage avec nos auditeurs. Moi, je pense qu'il faut arrêter de se critiquer en permanence. Et ça, c'est un vrai boulot quand on est français, où on a souvent tendance à regarder ce qui ne va pas et à être trop critique. Alors, je suis d'accord avec toi. Maintenant qu'on va beaucoup, beaucoup plus loin depuis une quinzaine d'années dans le cerveau, et on commence à beaucoup mieux connaître le cerveau, le fait de se critiquer, c'est catastrophique. Oui, c'est catastrophique. En fait, il faut savoir, malheureusement, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça, le cerveau, il retient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux tout ce qui est négatif que ce qui est positif. Ouais, donc, plus vous lui envoyez une négative, il le retient, plaque, il le ressort. Là. Et c'est pour ça qu'il faut... Donc, il faut arrêter l'auto-sabotage. Il faut arrêter... ça ne sert à rien. Exactement. Ouais. Et le cerveau, malheureusement, enregistre ça. Donc, comment faire ? 2 actions concrètes qu'on peut partager, c'est d'abord demander des avis objectifs de personnes extérieures qu'on admire, si possible pas quelqu'un de sa famille ou des amis chers, parce qu'on pourrait avoir tendance à penser que c'est pas objectif si ça vient de gens qui nous connaissent. Et puis, je pense qu'il faut toujours se demander ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, en faisant une colonne. Moi, j'aime bien faire ça. Le plus, qu'est-ce qui a marché objectivement et qu'est-ce qui a moins bien marché, et ne pas oublier de remplir la colonne de gauche sur ce qui a bien marché. Ça, je pense que c'est un bon réflexe pour sortir du jugement et du subjectif. Deuxième conseil que je voudrais partager avec nos auditeurs, c'est de se concentrer sur ce sur quoi on est doué et de ne pas mettre tous ses efforts sur ce sur quoi on n'est pas doué. Ce qui est aussi une grosse tendance, parce que là, en fait, quand on développe ses points forts, on renforce son estime de soi, alors que parfois on va ramer toute sa vie pour être bon là où on ne l'est pas, et c'est peine perdue, et ça contribue à nourrir le syndrome de l'imposteur. Je trouve que l'époque qu'on vit aujourd'hui, où finalement on est en train de basculer beaucoup, il y a 20-25 ans, il y avait ce qui était rewardé et ce qui était reconnu, c'est l'intelligence rationnelle. Aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle et donc les talents, quels qu'ils soient, des talents créatifs, des talents de business, des talents, peu importe le talent, aujourd'hui peuvent s'exprimer et peuvent finalement être en succès. Et pour ça, c'est pourquoi ils sont talentueux, parce qu'ils ont tapé le clou qu'ils aimaient taper, et là où ils étaient doués, et c'est ça qu'ils ont développé. C'est un peu la phrase de Camus, c'est nourrir sa passion et le plus possible, pour vivre et le plus possible. C'est vraiment cette idée que développer sa passion, c'est toujours quelque chose qui nous amène vers le succès. En tout cas, c'est la clé du succès. Il y a un 3e conseil, je pense, c'est aussi d'arrêter de se comparer. On se compare toujours à meilleur que soi. C'est important de mettre le curseur haut, mais pas toujours trop haut non plus. Il faut que ça reste atteignable, réaliste, tu le dis souvent. Donc il y a aussi, par rapport à l'estime de soi et au syndrome de l'imposteur, de pas toujours se comparer vers le haut, mais aussi de se comparer vers ceux qui ont moins. Et je pense que c'est important, cette histoire de comparaison, parce qu'on a souvent une comparaison biaisée.
La comparaison, elle n'est que biaisée. C'est parce que, en fonction des personnalités, certains ne vont se comparer qu'avec des gens moins bien. Bon, regarde comment je suis extraordinaire. Beaucoup vont se comparer qu'à des gens vraiment mieux qu'eux, beaucoup mieux qu'eux. Ou alors, à Jeff Bezos. Je suis une merde à côté de Jeff Bezos. Bah oui, ça oui, c'est sûr. Mais bon, bien sûr. Voilà. Mais alors, donc, à quoi ça sert de se dire, bon, bah voilà, de prendre des référents qui sont si décalés et si loin de vous Il faut prendre des référents atteignables, qu'on se fixe soi-même. Je suis d'accord. Et je pense un dernier conseil, c'est de fêter ses réussites. Tu parlais d'ancrage positif dans le cerveau. Il faut fêter ses réussites. Mon père faisait même un truc génial. Il fêtait les échecs quand on avait bien bossé. Et il disait, on les fête, et tu repars, et t'as la niaque, et la prochaine fois, tu l'auras. J'adore le concept. Et on allait se faire des bouffes ensemble. Quand Parce que t'avais loupé le bac. Quand j'ai raté Normal Sup la première fois, on est allé se faire une super bouffe. Quand j'ai raté la Greg la deuxième fois, on est allé se faire une super bouffe. Et à chaque fois, ça a marché l'année d'après. Dans tous les cas, vous faisiez des bouffes. Ouais, que tu rates, et après tu réussissais. Quand t'as bossé, tu peux aussi fêter ça. Parce que c'est un demi-échec. Et c'est pour mieux réussir. Et tu as dit, on apprend par nos échecs. Donc je pense que ça aussi, fêtez vos réussites. Et puis, quand il y a un échec et que vous avez bossé... Ce que faisait ton père est loin d'être anodin. Et finalement, c'est extrêmement positif de célébrer avec ses enfants finalement pas un échec. Tu célébrais pas l'échec, tu célébrais l'effort et tu célébrais l'exigence. Et finalement, c'est évident que le coup d'après, tu vas y arriver. Et le coup d'après, tu y es arrivé, certainement. Voilà. Et si il t'avait mis au pain et à l'eau pendant une semaine parce que tu avais loupé un, je ne suis pas sûr que tu aurais réussi la fois d'après. Tu vois, donc c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Je suis d'accord. Ça te renforce énormément. Je suis d'accord. Alors pour finir, je te propose de jouer un peu, si tu es d'accord, par une série de petites questions où on réfléchit pas trop. Tu es prêt? Super. Est-ce que tu es plutôt Rolling Stones ou Beatles? Rolling Stones à 200%. Est-ce que tu es plutôt Chapelle Sixtine ou Musée d'Art Moderne? Musée d'Art Moderne. Est-ce que tu préfères lancer des projets ou les voir aboutir? Non, lancer des projets. Est-ce que tu es plutôt Insta, LinkedIn, TikTok ou aucun de ces trucs? Je suis pas beaucoup sur les... Enfin, je suis pas du tout ni sur Facebook, ni sur Insta. Je ne publie pas, mais je vais quand même un petit peu sur Insta et pas mal sur LinkedIn. D'accord. Si tu pouvais voyager dans l'espace, tu t'installerais plutôt sur la Lune ou sur Mars? Bon, sur Mars. Ok. Et si demain, tu n'avais plus qu'1 euro en poche, tu ferais quoi? Ça, c'est une bonne question. Pas grand-chose. Avec 1 euro, aujourd'hui, tu fais... Peut-être que tu poserais des questions. Déjà, qu'est-ce que je ferais avec... Voilà, si j'avais 1 euro en poche, je pense que je le donnerais à quelqu'un. Ah, c'est génial. Merci, Mickaël. Ah, c'est génial. Merci beaucoup. Bon, écoute, avec plaisir. Merci. Merci, Amélie. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Comment tu parles. On a eu un merveilleux moment. Merci, Mickaël. À très bientôt. Beaucoup.